Frédéric Garcia, merci de nous recevoir, un peu chez vous désormais. Exactement, à la maison. Comment vous vous sentez à la maison justement à Tubize et en Belgique? Très bien, vraiment très bien. C'est l'accueil qui est important et tout le personnel de la fédération, tous ceux qui travaillent ici, sont vraiment agréables à côtoyer. On fait en sorte aussi d'être avec eux pendant qu'il n'y a pas de rassemblement avec les joueurs. Donc, moi, je partage le bureau avec Vincent Manhart quand les joueurs ne sont pas là. Et puis après, on se met un petit peu plus à côté, au Martins Red et surtout dans notre Red Corner. On a des bureaux aussi quand les joueurs sont là. On est un petit peu plus en vase clos pour pouvoir travailler un peu plus efficacement. Mais on est content de pouvoir voir tous les secteurs de la fédération ici, notamment à l'occasion du déjeuner, et pouvoir discuter avec eux, échanger. C'est votre première expérience de coach de sélection. Oui. Ça fait à peu près 3 mois, à peu près 100 jours. C'est ça, exactement. On dit que les 100 premiers jours. Il y a Donald Trump et ses 100 jours, et il y a Rudy Garcia et ses 100 jours. Ils sont comment ces 100 jours pour vous? Non, ils ont été intenses. Bien évidemment, ce qui a été le plus important, c'était la double confrontation contre l'Ukraine. Donc avant le mars, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et après mars, on a surtout débriefé, fait un bilan du travail qui avait été fait pour ces 2 confrontations. Donc c'est plutôt positif, pas que parce qu'on a été capable de gagner 3-0, de faire cette remontada et de garder la Belgique là où elle doit être, en poule A de la Ligue des Nations, mais aussi pour l'organisation du travail, on va dire les relations de travail aussi avec tout mon staff, parce que j'ai un staff important. Et il y a beaucoup de ressources de compétences à la fédération, dans le domaine de la préparation physique notamment, de l'analyse vidéo. Moi, j'ai effectivement mes 3 Français, mes assistants français qui sont venus avec moi, mais on a une belle collaboration avec tous les Belges qui sont dans le staff. Donc on a surtout débriefé ça, et puis vous doutez bien, on a vite basculé sur la préparation de juin, parce que ça va arriver vite. On a vu beaucoup de matchs de play-off aussi. On était à Anderlecht hier et à Antwerp pour une partie de mes assistants. Ce soir, il y a Bruges, la Saint-Gilloise, qui est un match très très important aussi pour le titre. On est allé aux Pays-Bas voir l'Ajax parce qu'on a des Belges. On a beaucoup bougé depuis la double confrontation contre l'Ukraine pour aussi préparer juin. Donc on a les joueurs qui étaient dans la liste. Justement, cette liste de juin, est-ce qu'elle sera, selon vous, très différente de celle du mois de mars? Je ne sais pas, ceux qui étaient là en mars ont marqué des points, ça c'est sûr. Ok, ceux qui ont été là en mars ont marqué des points, c'est sûr, mais la liste n'est pas fermée, elle est ouverte à ceux qui sont en forme, à ceux qui pourraient amener un plus à cette sélection de Belgique. Alors, ensuite, on va surtout regarder qui est en forme et on espère ne pas avoir trop de blessés pour pouvoir faire des choix, même si faire des choix, ce n'est pas toujours simple, parce que ça veut dire aussi ne pas prendre certains. Mais pourvu que j'ai des choix à faire et qu'on n'ait pas de joueurs blessés d'ici à la fin du championnat. Vous avez déjà en 2 matchs presque tout connu, une grosse désillusion à Murcie et alors un match remontada comme on en connaît peu dans une carrière en équipe nationale. 3 enseignements que vous tirez de ces quelques jours passés avec les joueurs que vous avez screenés très vite. Il a fallu avoir un esprit j'imagine très concis, très compact. C'est exactement ça. Il faut aller à l'essentiel, surtout pour leur inculquer les principes de jeu. Ça, c'est plutôt sur le terrain. Après, il y a tout ce qui va autour aussi, l'esprit qu'on veut voir sur le terrain, parce que c'est là où on constate et on peut effectivement évaluer les choses. Donc, je dirais déjà, certainement avoir fait le constat qu'il pouvait y avoir un manque de confiance individuelle, mais surtout collectif dans cette équipe, parce que en 12 minutes, on a été en difficulté à Murcie contre l'Ukraine. Après la péripétie d'avoir vu l'Ukraine égaliser sur une erreur individuelle, ce qui peut arriver. Donc là, entre les 2 matchs, j'ai beaucoup travaillé sur, on va dire, le mental des joueurs, sur le fait de les rassurer, de leur dire qu'on avait non seulement des grands joueurs, mais on avait aussi la possibilité d'avoir une grande équipe capable de renverser des montagnes ou de gagner des matchs en gérant de la première minute à la dernière. C'est un peu ce qui s'est passé à Genk. Donc déjà, jouer à Genk, ça nous a aidés, même si je serais content au mois de juin de connaître enfin le roi Baudouin. Et contre le Pays de Galles, on aura besoin aussi de nos fans, nos supporters. J'espère qu'ils viendront nombreux comme ils l'ont été à Genk, parce que ça a beaucoup joué sur le fait qu'on ait été capable de renverser un peu la tendance.
Donc j'ai travaillé sur la confiance des joueurs pour les rassurer, pour qu'on garde de la sérénité et que tout était encore possible. Certes, on avait 2 buts de retard, mais avec le talent qu'on a et si jamais on y mettait l'état d'esprit collectif et l'envie qu'il fallait, on était capable de le faire. Et du coup, les joueurs ont montré, les leaders ont montré qu'on était capable de faire un grand match sans filet. Parce que si on avait pris un but, ça aurait été plus compliqué. Ça, c'est l'enseignement principal que vous tirez, c'est l'état d'esprit. Ouais, l'état d'esprit et puis aussi le fait que les joueurs doivent garder confiance en toutes circonstances. C'est vrai que en regardant en arrière après le match aller contre l'Ukraine, je me suis aperçu que peut-être j'avais peut-être pas donné assez d'importance au fait que la sélection venait de perdre 4 fois sur 5 avant que j'arrive. Ça faisait 5 défaites sur 6 matchs après le match à Murcie. Et ça pouvait expliquer un petit peu ce manque de confiance ou ce trou noir un peu après l'égalisation où peut-être on s'est dit tiens, de nouveau le sort nous est contraire, etc. Non, le sort il nous est contraire que si on n'est pas actif, si on ne fait pas ce qu'il faut. Et du coup, j'aime bien ce scénario qui fait qu'on a dû montrer au match retour que la Belgique était encore une grande équipe avec des grands joueurs et pouvait faire de belles choses. Parce qu'au moins, ça me montre ce qu'il ne faut pas faire sur la deuxième mi-temps contre l'Ukraine sur le premier match. Et ça montre ce qu'on est capable de faire, surtout sur le match retour, et qu'il faudra reproduire pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Un des grands chantiers depuis des années et des années, vous le savez, c'est l'aspect de la défense en Belgique. On va pas revenir là-dessus, perdu de très grands joueurs défensivement. Beaucoup disent, pour retrouver une défense digne de ce nom dans un grand tournoi, il faut presque... Non, je parle même pas tactique. Je parle presque d'une baguette magique. Est-ce que vous êtes le Rudy Potter de la Belgique? Non, mais il faudra pas une baguette magique. Il faut trouver la bonne association. Donc, je vous parlais il y a quelques secondes il y a une possibilité de jouer à 3 défenseurs, mais ça veut dire qu'on sera obligé d'enlever un élément offensif. Et quand vous voyez le potentiel offensif de la Belgique, de par les joueurs d'attaque qui caractérisent cette sélection, c'est quand même dommage d'enlever un joueur offensif. Voilà, au match retour, on était bien content d'avoir ces joueurs-là sur le terrain. Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et évidemment Leandro Trossard qui est en train de marquer but sur but avec Arsenal. Sans compter Charles De Ketelaere, il y avait Michy Batshuayi, il y avait Openda sur le banc, il y avait Selmakers, il y avait Dodi Lukebakio. Vous voyez, ça fait beaucoup. Mais la base je peux en aligner que 4. Et si on joue avec 3 défenseurs, je pense que j'en alignerai que 3. Donc la base, c'est de se dire, on va partir avec 2 défenseurs centraux, mais il faut trouver la bonne association. Donc moi, j'étais assez content, notamment en première période, de Mekele de Winter. Après, on a ce trou noir un peu de 12 minutes, mais pas défensif, pas de la défense, mais défensif de l'équipe. Donc c'est ça qu'il faut améliorer. Et au retour, on a eu Woodface et Zeno de base, que j'ai replacé en défense centrale, qui ont été performants, parce qu'on a su jouer très très haut contre l'Ukraine, ne pas concéder de situations d'attaque rapide ou de contre-attaque à cette équipe, qui ne demandait que ça. Et donc c'est bien, mais j'oublie pas qu'on a aussi d'autres possibilités. Il y a des joueurs comme Arthur Théâtre qui n'étaient pas là. Il y a d'autres possibilités. Il y a des joueurs qui peuvent encore arriver en sélection, des jeunes ou d'autres expérimentés qui pourraient revenir. Donc, à moi de trouver la bonne formule. En tous les cas, ça me donne des enseignements. En mois de mars, on était une équipe en reconstruction. J'ai pas eu beaucoup de jours pour préparer l'équipe, mais finalement, ça s'est bien terminé. Et donc, on va commencer les qualifications. On peut penser aussi que ceux qui feront les qualifications à 90% ou plus, ce seront les joueurs qui feront, je l'espère, la Coupe du Monde parce qu'on se sera qualifié sans passer par les barrages de mars 2026. Donc voilà, maintenant à moi de trouver le groupe et surtout l'association en charnière centrale pour avancer dans ce secteur de jeu en tous les cas. Mais les autres secteurs de jeu, on connaît les qualités des joueurs, le potentiel aussi global de l'équipe nationale. Si on parle du milieu de terrain, on a joué sans Tielemans, ces matchs-là, sans Onana. Il y a un Raskin qui vient d'éclore dans ce match contre l'Ukraine. Oui. Comment vous allez faire pour remplacer Tant mieux, c'est bien. Moi, je préfère avoir des choix difficiles à faire. Vous l'avez souligné, au match retour, on a joué sans Youri Tielemans suspendu et sans Amadou Onana absent qui n'était pas dans le rassemblement pour cause de blessure. Et du coup, on s'est retrouvé avec un milieu fantastique sur le deuxième match contre l'Ukraine, avec un Nico Raskin qui a été non seulement un récupérateur hors pair, mais aussi une rampe de lancement pour tous nos joueurs offensifs, parce qu'on a joué avec 5 joueurs offensifs. Hans Van Aken a fait aussi un très bon match. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'entre les 3 attaquants, plus Kevin, plus Hans, on était très offensif. Et de toute façon, il fallait marquer des buts. Donc c'est plutôt bien.
On a des latéraux en Belgique qui sont très offensifs. On l'a vu avec Maxime de Kuiper qui est rentré et qui a su marquer le premier but, qui a ouvert les perspectives d'une remontada. Donc c'est bien, je suis assez content que on ait trouvé des solutions autres que celles habituelles avec Yuri et avec Amadou au milieu. Ça donne beaucoup plus de possibilités au sélectionneur que je suis de continuer à mettre une équipe performante sur le terrain quand tout le monde sera opérationnel. On a des profils uniques aussi en équipe nationale. Je pense à Doku. S'il fallait décrire Doku en un mot. Dribble en un mot. Donc Jérémy, il obtient des fautes, il fait prendre des jaunes à l'adversaire, voire des rouges. Il est capable de faire des assists. On a vu quand il est rentré là avec City, il a fait un merveilleux assist pour battre Aston Villa pratiquement dans le temps additionnel là quand Kevin De Bruyne était sorti. Avec les compliments de Guardiola. Oui, bien sûr, c'est normal quand il y a un joueur qui fait la différence. On attend nos joueurs offensifs sur les statistiques, faire des passes, mettre des buts. C'est pour ça qu'on peut dire que Leandro Trossard est en grande forme, il met des buts, que Romelu Lukaku est en grande forme, non seulement il met des buts, mais il a 10 passes décisives. Il a un double 10, là, comme on dit un peu en basket. Donc, tant mieux, on a des joueurs qui sont très très bien en ce moment, on les suit tous et on a besoin qu'ils soient en forme pour nous faire gagner au mois de juin. En un mot, Lukaku. Romelu, c'est une force de la nature, mais c'est surtout c'est le numéro 9. En un mot, c'est l'avant-centre. Voilà, le centre-avant qui... je vous rappelle quand même qu'il a marqué de la tête match aller contre l'Ukraine, du pied gauche au match retour et du pied droit au match retour. Donc voilà, ça décrit Romelu Lukaku. Mais l'homme que vous avez découvert dans le camp, au camp d'entraînement pendant ces matchs-là, avec qui vous avez pu discuter, vous l'avez trouvé comment cet homme-là? Non mais je tire beaucoup d'enseignements, des discussions individuelles, pas qu'avec Romelu, avec tous mes joueurs et notamment mes leaders. C'est important de les écouter, d'entendre ce qu'ils ont à dire, ils ont de l'expérience, qu'ils entendent aussi ce que j'attends d'eux, parce qu'il faut être dans un échange. Je leur ai dit ce que j'attendais d'eux, et la meilleure réponse, c'est celle qu'ils m'ont donnée sur le terrain au match retour à Genk. Sur le terrain pendant le match, après le match où les joueurs sont rassemblés, Romelu a dit un mot, Kevin a dit un mot. Et c'est ça que j'attends de mes leaders, qu'ils soient influents sur le groupe, avec une influence positive surtout. C'est des joueurs qui doivent tirer tout le monde vers le haut. Et c'est exactement le rôle qu'ils ont joué sur le match retour à Genk quand on a gagné 3-0 contre l'Ukraine. Et le dernier, De Bruyne. Kevin De Bruyne, c'est un phénomène dans son style. Ça n'a rien à voir avec Lukaku, mais quel homme est-il ? C'est déjà un des meilleurs joueurs de la planète foot, donc ça c'est sûr, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Belgique. Il est encore surtout performant. Je vous rappelle quand même que quand il est venu avec nous en mars, il jouait moins avec City. On disait qu'il était un peu sur le déclin et généralement avec des joueurs qui arrivent vers 32 ans ou 33 ans, on dit toujours dès que ça va un peu moins bien, on dit c'est l'âge. Non, c'est pas spécialement ça. C'est que il avait eu des petits soucis de physique avec City. Il avait un petit peu moins joué, était un peu moins dans le rythme. Moi, je pense que ces joueurs-là, ils ont besoin surtout d'être heureux sur le terrain. Et Kevin, il est fier de porter le maillot de son équipe nationale, fier de représenter son pays. Je lui ai donné logiquement beaucoup de responsabilités parce que c'est un très grand joueur. Et je pense qu'il a pris du plaisir, même au match aller où il a passé à peu près 1 heure sur le terrain parce qu'il avait un peu une épée de Damoclès sur la tête. S'il prenait un jaune, il jouait pas le match retour parce que il jouait moins ces temps-là. Et je savais qu'il ne pouvait pas jouer 2 fois 90 minutes en 3 jours. Mais il a été au rendez-vous du match retour, encore une fois, pour porter son équipe avec les autres leaders sur un résultat fantastique. Il a été excellent. Il a été le chef d'orchestre de cette équipe. Maintenant, on ne sait pas où l'avenir va le porter, parce que vous l'avez suivi, l'actualité, c'est que Kevin va quitter Manchester City après 10 ans incroyables dans l'un des meilleurs clubs du monde actuel, avec beaucoup de trophées gagnés avec City. Donc, on fait confiance à Kevin pour faire un bon choix pour la suite de sa carrière. Je pense qu'il a encore du plaisir à prendre et des choses à faire, et notamment avec l'équipe nationale. Donc, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ça va rester, au moins jusqu'à la Coupe du Monde, l'un des joueurs les plus importants de la sélection. Mais pour ou contre un De Bruyne en MLS, par exemple ?
y a des pour et des contre partout. S'il reste en Europe, en Première Ligue, ça peut être très bien, ou aller dans un championnat, j'en sais rien, comme l'Espagne ou autre. S'il va en MLS, il y a du pour et du contre. Le contre, ça serait peut-être le décalage horaire et les temps de trajet pour venir jouer. Mais moi qui ai été en club, j'ai eu beaucoup de Sud-Américains et notamment de Brésiliens, Lucas Paqueta ou Guimarães par exemple, Bruno Guimarães à Lyon, qui allaient en sélection et qui partaient jouer des matchs au Brésil ou en Amérique du Sud. Faut juste gérer un peu la récupération ensuite. Donc s'il va en MLS, ça peut être le contre, mais le pour, ça peut être aussi une nouvelle expérience de vie pour lui. La famille. Oui, la famille. Le fait aussi de jouer régulièrement, mais peut-être de jouer moins aussi. S'il va en Arabie Saoudite, ça peut être aussi très bien. Donc on fera confiance à Kevin et on s'adaptera après par rapport à son choix. Capitaine, vous n'avez pas encore choisi, j'imagine, pour le match. Non, on attend juin pour faire ça. Je vais encore voir les joueurs évoluer ensemble pendant 8 jours. Romelu a été un très bon capitaine à Murcie. Kevin a été un très bon capitaine à Genk, mais il y en a d'autres. Yuri, Thomas, Thibaut, pourquoi pas plus tard. Bon, on verra bien, mais l'essentiel, c'est d'avoir un groupe de leaders positifs, motivés et influents sur le reste de l'équipe, et notamment les plus jeunes qui ont besoin de ces phares un petit peu dans l'équipe pour suivre la lumière notamment de la victoire et des bons résultats. Donc vous dites Courtois capitaine, c'est encore possible ça, après la saga On verra plus tard. On verra plus tard. Vous avez bien remarqué qu'il n'était pas dans les premiers cités. Ouais. L'essentiel, c'est encore une fois, il faut faire confiance à ceux qui peuvent influer sur les plus jeunes, emmener la Belgique le plus haut possible. Et Thibaut fait partie de cela, évidemment. Deux joueurs dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est Witsel et Carrasco, par exemple. Carrasco qui revient, qui rejoue. Il a été longtemps blessé, s'est soigné ici. Enfin, il rejoue. Donc, il est à Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Il enchaîne les matchs. On sait qu'il il n'a pas un âge si avancé que ça, Yannick. Et puis, on sait qu'il est polyvalent, qu'il peut amener beaucoup de choses. Après, il y a de la concurrence. Il y a des joueurs qui étaient là en mars, qui ont bien figuré, qui jouent aussi au même poste. On verra à lui de continuer à enchaîner les matchs, d'être performant, de refaire des stats, parce que c'est un joueur aussi capable de marquer ou faire des passes décisives. La sélection, elle est fermée à personne. Après, encore une fois, moi j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de blessés et j'espère devoir faire des déçus, parce que je pourrais en prendre que 23. Et dans les 23, ça veut dire qu'il y a des excellents joueurs qui feront partie de la sélection et de très bons joueurs qui certainement n'en feront pas partie quand même. Les qualifs pour la Coupe du Monde, elles vont arriver très vite, comme vous l'avez dit. Il y a des matchs Macédoine, Kazakhstan, Liechtenstein, à la portée évidemment d'une équipe comme la Belgique. Si un de vos cadres vous dit, coach, ce déplacement-là au Kazakhstan, ça m'arrange pas trop, vous lui dites quoi? Je pense que personne ne me dira ça. Vous pouvez être tranquille. On n'osera pas. Non, je pense pas. Les joueurs ont bien entendu mon message, il faut qu'ils viennent en sélection motivés. C'est vrai que la particularité, c'est plus en juin, mais la particularité, c'est plus parce qu'il y a des joueurs qui vont arrêter leur championnat le 17-18 mai, et nous, on joue le 6 juin. Donc c'est 3 semaines après l'arrêt des championnats. Donc on est en train de travailler un peu ce qu'on dit en anticipation pour être proactif, parce que chaque cas va être individuel. Celui qui n'a pas assez joué avec son club, on aura certainement besoin peut-être de le faire venir quelques jours avant la date officielle pour qu'il se réentraîne et qu'il soit prêt. D'autres qui auront beaucoup joué, qui finissent le 24-25, on va surtout leur dire partez une semaine en vacances pour être un peu frais mentalement parce que vous avez joué 50 ou 60 matchs dans la saison et que vous avez surtout besoin de couper, quand bien même pendant une semaine vous ne faites plus grand-chose et que vous venez avec la sélection. Donc on va vraiment faire du cas par cas. On est en train de bosser là avec Steven Probst, le Head of Performance et toute la préparation physique de mon staff pour essayer d'avoir les joueurs dans les meilleures conditions possibles. C'est pas facile cette fenêtre de juin, encore une fois, parce qu'elle arrive après un break parfois trop important des championnats. Puis on sait aussi qu'en juin, c'est jamais simple pour les joueurs qui sont parfois au bout du rouleau parce qu'ils ont beaucoup joué avec leur club, les Coupes d'Europe, etc. On étudie, on fait du cas par cas et encore une fois, ça aussi, ce sera important par rapport à la reprise, sachant qu'on joue Macédoine du Nord là-bas, Pays de Galles chez nous, et que c'est les deux nations qui sont concurrentes dans notre groupe, sans faire offense au Liechtenstein et au Kazakhstan, qui sont les mieux placés a priori pour nous concurrencer sur la qualification. Il faudra bien démarrer, c'est pour ça que je veux dire ça, gagner en Macédoine et battre le Pays de Galles.
On va enfin découvrir le stade du Roi Baudouin. On aura besoin de nos fans, nos supporters. J'espère qu'ils seront nombreux. Parce que je mesure aussi combien à Genk, ils ont été influents sur le fait qu'on ait pu remonter le score. Donc voilà, on a besoin de nos fans. Pour l'instant, ils ont répondu présent et il faudra qu'ils le soient aussi, comme nous, pendant la durée des qualifications. Encore quelques petites questions rapides. Un petit pour ou contre. Justement, vous parliez de juin. La Coupe du Monde des clubs. Ouais, il y a pour ça ou aussi. contre? Vous parlez en tant que sélectionneur. Non, mais c'est compliqué parce que y a des joueurs qui vont pas du tout se reposer, qui vont pas breaker, quoi. Donc plutôt contre. Non, pas contre, mais regardez, par exemple, ils ont ouvert le marché des transferts avant. Ça veut dire, j'en sais rien, Kevin De Bruyne qui finit à Manchester City, est-ce qu'il va la jouer, la Coupe du Monde des clubs avec City ou non? Moi, si je suis le nouveau club de Kevin, je ne laisse pas aller avec City jouer la Coupe du Monde des clubs pour pas qu'il se blesse, par exemple. Donc il y aura un marché des transferts avant. Déjà, c'est compliqué les transferts parce que généralement, ça se termine alors que les championnats ont démarré. Vous démarrez quand vous êtes en club avec un groupe et puis 3 semaines après, il y a la clôture du marché des transferts, vous perdez des joueurs alors que vous avez déjà démarré la saison. Et maintenant, avec la Coupe du Monde des clubs, on fait un marché avant, un marché après. Honnêtement, ça devient compliqué sur ce qu'on demande aux joueurs, quoi. On demande aux joueurs de jouer toute l'année, de plus se reposer et de jouer tous les 3 jours. Au bout d'un moment, je dis pas qu'on va tuer la poule aux œufs d'or, mais le but, c'est d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain et pas à l'infirmerie. Parce que ceux qui font spectacle, c'est les grands joueurs. Oui. Et si les grands joueurs, vous leur faites jouer, au lieu de 50, 60 matchs, si vous leur faites jouer 70 matchs par an et qu'ils coupent jamais, ils vont plutôt passer 35 matchs à l'infirmerie et vous les verrez plus sur le terrain. Donc je pense que parfois ça peut être un mauvais choix. Il y a de la politique, il y a du financier aussi derrière. Donc il faut trouver une harmonie surtout pour protéger les joueurs. Moi, c'est mon credo. Pour ou contre, vous les avez découverts, les playoffs en Belgique? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les playoffs. C'est fini dans 2 ans. Mais je sais. Ce qui m'interroge un peu, c'est pourquoi on divise les points pour les playoffs les points par 2. Ouais, pour être champion ou pour accéder aux Coupes d'Europe et qu'on ne le fait pas pour ceux qui... C'est la Belgique, ça, Rudy Non, Garcia. je ne sais pas, je découvre. Donc, ce que j'aime bien dans les playoffs, c'est que ça fait 10 matchs de haut niveau pour les équipes de tête. Et on a des joueurs, par exemple, je vous prends l'exemple de Genk qui n'a pas joué la Coupe d'Europe cette année. Les jeunes de Genk, ils ont besoin de ces playoffs pour se mesurer aux meilleurs du pays parce qu'ils ne peuvent pas se mesurer aux meilleurs en Europe. Bruges, ils n'ont pas besoin de ces playoffs parce qu'ils ont déjà joué avec des champions et que... Oui, et Pocognoli, je vous interromps, le coach de l'Union a dit ces matchs de Coupe d'Europe nous ont servi dans le match de Genk. Bien sûr, et il a raison, parce que plus vos joueurs, ils jouent des matchs de haut niveau et les playoffs s'en fait partie, et mieux c'est. Par contre, ça permet à certains clubs de traîner un peu en route pendant le championnat parce qu'ils savent qu'ils vont se rattraper aussi pendant les playoffs. C'est pour ça que je vous dis, on va voir ce que ça donne dans 2 ans sans les playoffs, puis j'aurai un avis un peu plus tranché. Mais si après on y revient, peut-être que ça serait bien de laisser les points à ceux qui se sont dépouillés toute l'année en championnat pour être les premiers et qui devraient continuer dans les playoffs avec l'avance peut-être qu'ils avaient. Sachant que l'avance, elle peut fondre rapidement. Vous avez un aller-retour contre l'équipe qui est première, par exemple. Donc vous pouvez leur prendre 6 points si vous gagnez chez vous, si vous gagnez à l'extérieur. Donc est-ce que vous aviez vraiment besoin qu'on divise les points par 2 devant? J'en suis pas certain. Voilà mon avis. Pour ou contre Eden Hazard, coach mental des Diables Rouges? Non, ça peut pas être ça, Eden. C'est pas dans. Ça peut pas être un coach adjoint. Ça peut pas être un assistant. Ça peut pas être quelqu'un qui vient au quotidien sur les rassemblements. C'est plutôt Eden Hazard, grand frère un petit peu de tous les joueurs qui sont dans la sélection parce qu'il a joué avec eux pour certains, parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot et de la Belgique et que même les plus jeunes qui sont dans mon groupe aujourd'hui évidemment le connaissent. Quand il est venu à Murcie saluer ses ex-coéquipiers ou en tous les cas c'est les joueurs de la sélection, voilà, même Jordi Mocchio qui a 17 ans. C'est l'importance d'Eden Hazard. Donc c'est plus ça, c'est plus un rôle de grand frère. Il était là pour notre première, il sera là encore bien évidemment sur des matchs et puis c'est un peu le contact avec les joueurs. C'est le côté intéressant de la présence parfois d'Eden. Oui, parce que vous tenez beaucoup à l'aspect groupe véritablement et aux hommes derrière les footballeurs. Exactement. Je pense qu'on fera quelque chose que si on a un groupe qui tire tous dans le même sens et qui a le même objectif. Déjà aller
se qualifier pour cette Coupe du Monde de 2026. Je vais terminer par le fait que vous êtes le premier entraîneur français de l'histoire des Diables Rouges. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose en soi quand on connaît non seulement la rivalité, la complicité aussi qu'on a entre nos deux pays. Et on vous donne donc le droit d'aller chercher un joueur de l'équipe de Didier Deschamps pour le mettre chez les Diables Rouges. J'étais déjà le premier entraîneur français à entraîner en Italie, en Serie A. Bon, même s'il y a eu Elenio Herrera, mais qui avait été naturalisé français. Donc ça, c'est quand même une fierté d'être aussi le premier Français à entraîner la sélection belge. C'est aussi une grande fierté. J'ai besoin d'aucun joueur étranger à la sélection belge. Non, vraiment pas. Il y a assez de qualité en Belgique et on le voit tout. Réponse diplomatique. Non, pas diplomatique. Voilà. L'avantage d'être sélectionneur, c'est qu'on prend les meilleurs de son pays. Et déjà, c'est une vraie richesse de pouvoir faire ça. Et c'est pour ça que l'état d'esprit, pour moi, est très important. Je ne comprends pas qu'un joueur vienne à reculons ou entrer dans les pieds. Celui-là, il ne m'intéresse pas. Il vaut mieux qu'il reste chez lui. J'ai envie des joueurs qui soient fiers, comme Kevin Lay, de porter le maillot de son équipe nationale. Que ce soit la première sélection, comme pour Nicolas Raskin, ou que ce soit combien c'était pour Romelu, 120, 125, bon je sais plus de 120 sélections. 88 buts, ça on a retenu. Ça c'est bien aussi. mais donc voilà, on doit être aussi fier à chaque sélection, quand bien même on est un joueur expérimenté. Et mes leaders le sont. Donc ça, l'amour du pays et du maillot, c'est très important. Ouais, je vous titillais, hein, bien sûr. Je sais, pas de souci. Evenepoel. Ouais. Suivez le cyclisme. Bah, vous, qui avez un prénom venu d'un coureur cycliste. J'ai vu que Pogacar avait gagné hier à la Flèche Wallonne. À la Flèche Wallonne. Mais il y a encore des belles courses à venir. Et Evenepoel, c'est quand même l'un des meilleurs cyclistes du moment. Et donc, on le suit, on est derrière lui. Ça, c'est certain. Vous saviez qu'il était joueur de football. Joueur de foot et capitaine des équipes nationales de jeunes. Oui, qu'est-ce qu'il aurait donné chez les Diables? Je ne sais pas, mais manifestement, il a fait quand même un bon choix d'opter pour le cyclisme. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il était bon partout. Tout ce qui touche en termes de sport, il était parmi les meilleurs. Mais là, il est vraiment parmi les tout meilleurs du cyclisme. Et je pense que ça peut surtout devenir une légende de l'histoire du cyclisme. Donc, on est vraiment derrière lui. Votre belgicisme préféré? Vous parlez le belge un petit peu là maintenant, non? Pas trop, non. J'essaye d'apprendre quelques mots de néerlandais, surtout d'essayer de comprendre ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc, mais bon, ici tout le monde comprend le français, le parle, on parle anglais tous ensemble. Donc, les langues qui régissent le pays sont pas un souci. Ça nous désunit pas, bien au contraire. Est-ce que Rudy Garcia avec les Diables va skater le baraque? Vous m'avez compris ou pas? Non, pas encore. Ça va casser la baraque. Voilà. Oui, on l'espère. Ouais, on l'espère. On va déjà se qualifier pour la Coupe du Monde et après, il sera toujours temps d'avoir d'autres ambitions. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Merci.